nombreux, mais c'est pas grave, c'est que le début. Donc aujourd'hui, on va commencer avec l'intervention de M. Christophe Corbière, qui est chef de projet circuit court au Conseil général, si je ne m'abuse. C'est ça. Et donc il va vous parler un petit peu du manger local, entre autres. Donc je tiens à remercier les partenaires qui nous ont aidés, entre autres l'Université, les Budget ou la Jeune Chambre économique de Grenoble, ainsi que la mairie. Et je tiens tout particulièrement à remercier l'équipe du pôle conférence de la team Cogé qui s'est donnée pendant 3 mois pour que cette semaine d'entreprise économique ait lieu. Voilà, je ne vais pas en dire plus, je vais vous laisser introduire votre sujet. Bonne conférence à tous, merci. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Merci d'abord de votre invitation. Donc, effectivement, je suis Christophe Corbière, je travaille au Conseil général au service économie et agriculture de la direction de l'aménagement du territoire du Conseil général. Alors, je n'ai pas une formation en économie, pour ma part, je ne vais pas inviter avec vous sur toutes ces questions-là. J'ai une formation en économie au départ. Donc, je vais vous présenter effectivement, pour essayer de répondre à votre invitation, c'est la politique circuit court alimentaire et approvisionnement local du Conseil général, en essayant d'aborder aussi plus particulièrement, parce que c'est un peu la porte d'entrée que vous m'avez proposé, la politique qu'on développe auprès de la ville de l'agglomération grenobloise, mais le Conseil général, des territoriales du département, intervient sur l'ensemble du département de l'Isère. On va essayer d'avoir une approche, on n'est pas très nombreux, et on essaiera après d'avoir, si vous voulez, un échange pour répondre à vos questions, et que ce soit le plus libre possible entre nous. Je vous ai préparé un PowerPoint, donc, avec pas mal du coup, j'ai profité pour essayer de vous présenter un maximum de choses. Je vais essayer de rester dans les temps, éventuellement vous faites signe si c'est un peu long, et il y a des choses après, si vous voulez, des points sur lesquels on pourra revenir dans le cadre du débat par la suite. L'important, c'est que ce soit sympa entre nous pour pouvoir échanger avec vous. Alors, voilà, un peu le plan de mon intervention. Je vais vous présenter un peu recadrer la politique du département, pourquoi le Conseil général, en participant aux collectivités, s'est engagé sur cette politique alimentaire du circuit court et sous quelle forme, et sur la façon dont il est intervenu par la suite, et notamment à travers les 2 axes de sa politique, pour développer, structurer l'offre en produits locaux, en construire ces circuits courts, et d'autre part ensuite pour rentrer dans une phase opérationnelle d'achat de produits locaux, notamment à travers les cantines de ces collèges, donc à travers la restauration collective. Alors, au départ, le Conseil général, donc il y a la compétence des collèges, c'est pour déjà pour situer ce contexte, si vous êtes là-dessus. Donc les collèges sont sous responsabilité du Conseil général du département. Les écoles primaires sous responsabilité des communes, les lycées sous responsabilité des régions et les universités sous responsabilité de l'État. Le système d'organisation territoriale est conçu comme ça en France. On en parle en ce moment avec l'acte 3 de la décentralisation, si vous suivez un peu tout ça. Voilà, le département a la charge des collèges, notamment de la restauration des collèges, des cantines dans les collèges du département. Donc, dès 2000 ans, le Conseil général, les élus du département ont souhaité mettre en place l'opération Manger beurre et autrement dans les restaurants des collèges pour introduire des produits bio dans les cantines des collèges, dans le cadre d'une politique pour l'amélioration de la qualité alimentaire pour ces collégiens. Et cette politique-là, en 2001, politique innovante, s'est confrontée à la difficulté de trouver des produits bio issus de l'agriculture biologique pour pouvoir répondre aux besoins des cantines en termes de volume et de diversité des produits. Et donc le département, d'une part, était confronté à ces difficultés-là, et aussi constater qu'il y avait des agriculteurs de l'Isère, des exploitations agricoles de l'Isère qui étaient dans des situations économiques de plus en plus difficiles, notamment avec des variations des cours du blé et du lait de la vache, la chute des cours. On avait des agriculteurs qui se retrouvaient en situation économique difficile et qui revenaient émarger auprès de la politique sociale du département ou auprès au titre du RSA. On a retenu une solidarité active, puisque le département, c'est cette politique-là. Donc le département a souhaité réorienter sa politique, coupler ces 2 politiques, et donc avec une approche assez simple de dire, puisqu'on souhaite introduire des produits de qualité dans la restauration des collèges et aider d'autre part nos agriculteurs, on va faire en sorte de pouvoir aider nos agriculteurs locaux de l'Isère à pouvoir mieux écouler leurs produits
auprès de nos cantines de la restauration collective, leur permettre de construire de nouvelles filières économiques. C'est cette politique-là qui s'est mise en place depuis globalement 2010. Donc voilà, c'est cette politique-là qui aujourd'hui est en cours avec les trois enjeux que je vous ai là énumérés. Donc une approche en termes d'économie et d'agriculture pour mieux valoriser le travail des agriculteurs, permettre de dégager une meilleure valeur ajoutée, relocaliser l'économie localement. Une action sur, donc, en maintenant des exploitations agricoles sur le département, une action sur l'environnement et l'aménagement du territoire, pour maintenir des espaces agricoles, notamment dans les zones périurbaines avec une forte urbanisation, et une politique donc, toujours auprès des jeunes collégiens, donc une politique d'éducation et de santé publique par l'alimentation. Sur ces trois enjeux, vous connaissez l'économie, l'environnement, le social, donc les trois piliers de ce qui constitue les politiques de développement durable. Voilà le contexte dans lequel on est. Alors, je vous ai remis ici une définition circuit court. Qu'est-ce que c'est les circuits courts? De quoi parle-t-on quand on parle de circuit court? Circuit court économique. Donc, je pense que vous avez déjà, cette notion de circuit court, vous l'avez décidé pour cette conférence-là, vous travaillez déjà dessus, vous avez des notions, vous avez un peu, c'est juste parce que c'était dans l'actualité, vous aviez envie de prendre échange dessus. C'est sûr que ça va. Est-ce que j'enfonce des portes ouvertes? C'est ce que vous savez déjà ou pas forcément? D'accord. Okay. Voilà, circuit court, quand on parle de circuit court, donc la notion de circuit court, elle répond à une définition qui est cadrée, qui est précise. Donc c'est soit la vente directe par le producteur au consommateur, sans intermédiaire, vous êtes producteur, je suis acheteur et je vous achète directement les produits, soit on reconnaît un intermédiaire maximum entre les deux. Ça évite toute cette chaîne des intermédiaires, notamment ce débat-là entre pourquoi on paye si cher les produits alimentaires alors que les producteurs se plaignent qu'eux ils vendent à bas prix, mais parce qu'entre-temps il y a tout un circuit de distributeurs qui se met en place et au final chacun retirant un peu de valeur ajoutée, au final le produit est cher pour le consommateur. Donc voilà, donc la notion de circuit court c'est soit l'achat direct, soit un intermédiaire maximum. Ce qui veut dire, donc là je n'introduis pas de dimension géographique dans cette relation commerciale. Si j'achète, moi ici à Grenoble, des artichauts directement d'un producteur de Bretagne, je suis un circuit court. C'est pour ça que dans notre politique, au Conseil général, pour développer notre action et mettre en place donc, la politique du département, on est sur cet acte de développer les circuits courts de proximité pour les produits agroalimentaires. Donc je reviens sur ce que je vous disais tout à l'heure. La notion de circuit court, là je suis sur une relation sur l'enjeu économie et agriculture, j'achète directement au producteur des produits de proximité, donc là j'achète un circuit court au producteur de l'Isère, celui du territoire que je me suis donné, et donc voilà, et je reprends pour les produits agroalimentaires, c'est ce produit donc éducation et santé environnement et introduction de produits de qualité, de saison et de proximité dans l'alimentation des collégiens. Voilà, donc je voulais à travers ça bien faire distinguer sur le circuit court et d'une dimension économique, une relation avec le producteur, et la notion de proximité, de local, par rapport aux produits locaux, produits de proximité, donc là, une dimension géographique. Donc voilà. Donc, après, concrètement, donc, une fois qu'on a dit ça, on a dit qu'on peut travailler en circuit court auprès du local, on se retrouve avec un côté des producteurs qui utilisent les produits, de l'autre côté des acheteurs qui utilisent la restauration collective. Et la difficulté aujourd'hui, maintenant, c'est de les mettre en relation, parce que je l'avais dit tout à l'heure, voilà, on est sur une dimension justement avec des agriculteurs en situation économique difficile qui n'ont pas, qui ne bénéficient pas aujourd'hui, en l'état, en tout cas, de ces circuits économiques, un circuit court. Et donc, de l'autre côté, c'est un dessin que j'ai repris de ma collègue de la Chambre d'agriculture avec laquelle je travaille voilà, en partenariat. Voilà, souvent on fait des interventions à deux et présente ce petit schéma, notamment quand on est avec les agriculteurs aussi. D'un côté, on a le cuisinier par exemple qui dit moi, qui dis à l'agriculteur, moi je t'achèterai des produits quand tu feras l'effort sur les prix, quand tu feras en sorte de produire des produits qui me conviennent, avec les quantités qui me conviennent et la façon qui me convient pour que je puisse l'acheter. Et l'agriculteur qui dit moi je produirai les produits que tu veux, viande ou légumes, etc. Quand tu décideras de m'acheter ces produits-là, je serai sûr de pouvoir te les vendre. Donc on est un peu aujourd'hui
dans ce face-à-face, avec d'un côté des acheteurs qui se disent intéressés et prêts à acheter les produits, mais qui déclarent et ne pas les trouver, et des acheteurs qui disent non, on est prêts à les produire, mais on ne sait pas à qui les vendre aujourd'hui. Donc ça renvoie à toute une série de questions, justement, quelle échelle géographique on se donne pour trouver l'offre qui correspond et la demande qui correspond, quelle organisation logistique on met en place pour pouvoir acheminer ces produits depuis les producteurs jusqu'aux consommateurs ou à l'acheteur de restauration collective, à quel coût, sur quel volume et avec quel circuit de distribution, et donc derrière faire toute une animation de territoire pour informer, motiver les décideurs dans chaque temps, j'ai envie de dire, former les acteurs pour savoir comment acheter et sensibiliser les consommateurs ou les acheteurs dans cette organisation de circuit court. C'est un peu, si vous voulez, tout le boulot que l'on fait au Conseil général. Donc voilà. Donc, aujourd'hui, pour pouvoir rentrer justement dans cette mise en relation producteur et consommateur, la démarche qu'a employée le Conseil général, et qui est généralement celle qui est retenue par les pouvoirs publics et les acteurs du territoire pour pouvoir structurer cette politique de circuit court, c'est d'abord se dire qu'on va mieux connaître la consommation alimentaire locale, donc qualifier et quantifier la consommation alimentaire, et de notre côté, mieux connaître l'offre locale agricole, de quels produits on dispose localement. Et quelle est la disponibilité de ces produits-là. Donc c'est les études qu'a fait le Conseil général depuis 2010. Donc il avait retenu un bureau d'études, qui est le bureau d'études de PESA Consulting, qui s'était associé à un institut de sondage, l'institut, qui avait fait donc une enquête à la demande du Conseil général auprès des ménages isérois. Et là, je vais lire pour vous donner un peu une idée aussi. Il était ressorti de cette enquête que le marché alimentaire isérois pouvait, donc tout produit confondu, local et pas local, tout produit alimentaire isérois, pouvait être estimé à 2 milliards et demi par an, de la population iséroise, 1,2 million d'habitants en Isère. Voilà. Et la part des produits locaux consommés pouvait être évaluée, elle, à 455 millions d'euros par an. De cette étude-là, il était ressorti une forte attente des consommateurs isérois pour les produits locaux. 72% déclaraient déjà acheter des produits locaux. Et notamment, une motivation forte, c'était parce que pour eux, c'était un signe de qualité. Acheter local, pour eux, pour les consommateurs, c'est acheter un produit de meilleure qualité que celui d'origine inconnue. C'est globalement les résultats qu'on trouve dans les enquêtes nationales, Crédor ou autres, sur le comportement aujourd'hui des consommateurs vis-à-vis des produits alimentaires, des produits locaux. Il semble que je voulais dire autre chose et j'ai oublié. Voilà. Donc, ce qui ressort aussi, je ne sais pas si vous voyez bien, si c'est trop petit là, ouais. Ce qui ressort, voilà, donc, oui, ce que je voulais vous dire, voilà, donc, sur cette étude justement des consommateurs, quand on demande aux consommateurs est-ce que vous achetez des produits locaux, c'était les questions donc, de l'Institut de sondage par téléphone auprès de 1000 ménages représentatifs de la population iséroise. Et c'était donc les gens, voilà, les consommateurs disaient oui, on achète des produits locaux. Et quand on a les questions suivantes, donc quel type de produits locaux vous achetez, les consommateurs, généralement cités par exemple, notamment le pain, qu'ils achetaient à leur boulanger du coin, en bas de chez eux, et sans avoir l'assurance que la farine était issue d'Isère, ou c'était la viande achetée au boucher détaillant, pareil de leur quartier, mais sans avoir l'assurance que la viande venait d'élevage isérois. Donc il a fallu après justement redresser ces chiffres pour pouvoir estimer clairement quelle était la part consommée de produits locaux isérois, produits à l'Isère, et ça montre bien justement cette confusion aussi qu'il peut y avoir entre produits locaux et la façon d'accéder aux produits locaux. J'en reviendrai aussi un peu tout à l'heure. Voilà, c'est ceux qui traversent ces chiffres. Là, je vous ai fait un extrait justement du rapport qui avait été rendu par le cabinet PESA. Donc on voit qu'il y a justement une difficulté, justement une question des consommateurs sur la disponibilité de l'offre en produits locaux et savoir où les trouver, comment identifier un produit isérois et où trouver ce produit isérois. Et ça, effectivement, c'est une question aujourd'hui à laquelle on se heurte et sur laquelle on travaille justement par la suite, sur pouvoir construire des circuits courts économiques, structurer des circuits courts pour permettre effectivement aux consommateurs isérois d'acheter des produits isérois. Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut aussi qu'on sache ce qu'est un produit isérois et comment vos consommateurs l'identifient et où ils le trouvent. Donc c'est aussi, voilà, notamment l'étude justement consommateur qui a été demandée par le Conseil général, elle a interrogé aussi de savoir quels étaient les modes et les pratiques d'achat des isérois. Donc essentiellement, aujourd'hui, les ménages achètent leurs produits alimentaires essentiellement dans les grandes surfaces.
supermarché, Artisou, Superette, commerce traditionnel, les marchés de détail, les marchés d'escalade, directement à la ferme, et la dernière commande, c'est les magasins de producteurs. Il existe les producteurs peuvent même se structurer et vendre en direct en produit. Voilà, c'est vraiment l'histoire. Et là, vous avez un parcours de détail. Le trembleur orange, c'est les consommateurs en zone urbaine. Violet, c'est les consommateurs en zone périurbaine. Après, vous avez intermédiaire et en vert, voilà, c'est les consommateurs en zone rurale pour répartir un peu la façon dont. Voilà. Donc, on voit que surtout en zone urbaine et périurbaine, les consommateurs achètent surtout en grande surface. Voilà, pour vous donner quelques notions. Ce graphique, je vais un peu sauter, c'est un peu ce que je vous ai dit, ce qui ressort surtout, voilà, ça faisait ressortir que voilà, le lieu d'achat était très bien pour le comportement des consommateurs pour acheter, mais qu'une des difficultés, c'était effectivement de savoir où acheter ces produits, où les trouver, comment les identifier. Un autre graphique qui, justement, aussi, quand on retriait les questions, même aussi de savoir aussi les comportements d'achat, ce qui induit surtout fortement, je pense, quand les consommateurs veulent acheter des produits locaux, de se tourner à ces produits locaux, une des motivations, justement, c'est plus le circuit de distribution. C'est-à-dire que si on identifie un produit, en disant c'est un produit de l'Isère, ce que recherche surtout le consommateur, c'est justement de savoir que c'est un produit fabriqué, produit près de chez eux, et qu'ils vont l'acheter justement dans une notion de circuit de proximité avec le producteur. Davantage que savoir si c'est un produit qui bénéficie d'un signe de qualité, un label, une AOC, s'il bénéficie d'une marque locale, ou même une marque de montagne, la notion d'un produit de montagne. Donc, tout ce qui est plus label, signe de qualité, c'est moins prégnant pour le comportement d'achat, la motivation d'achat du consommateur que de dire c'est un produit local, produit près de chez vous, et vous avez éventuellement même avec l'identification du producteur, de l'agriculteur derrière. L'enquête, elle a fait aussi, pour vous donner aussi un chiffre, donc après on a demandé au bureau d'études de travailler plus, de nous faire un focus sur la restauration collective, la restauration scolaire, et là la part d'achat de produits alimentaires en restauration scolaire va être évaluée à 35 à 40 millions d'euros auprès de 776 établissements scolaires isérois, confondus depuis les écoles, justement collège et lycée. Donc, voilà, ces chiffres-là montraient que ça représentait une part importante, et pour les collectivités locales, comme le Conseil général, ça montrait que la restauration collective peut être un levier important pour structurer les circuits courts. Parce que donc, voilà, les élus locaux, les décideurs, publics eux-mêmes, en achetant des produits locaux pour la restauration collective, donc ils ont la responsabilité, pouvaient être un moyen déjà de mobiliser des volumes importants pour justement accompagner les agriculteurs à se tourner vers les circuits courts. Le deuxième volet de cette étude que le département a confié à la Chambre d'agriculture, c'était un programme connaître l'offre agricole. Est-ce qu'en Isère, on a déjà suffisamment de produits pour répondre à la demande, suffisamment de produits pour répondre à la demande, et un panel de produits suffisant aussi pour pouvoir remplir nos assiettes, si on reprend le slogan du Conseil général, mettons l'Isère dans nos assiettes. Ce qui ressort globalement, c'est que oui, on a suffisamment de produits, si on voulait, parce que j'aime bien vivre à notre arcy, sauf pour les légumes. Si on voulait vraiment manger que des légumes de saison, on serait légèrement déficitaire. On serait déficitaire parce que oui, voilà, pour besoin de même de 10 tonnes, on aurait seulement 11 000 tonnes de produits à l'Isère, mais on a encore moins de consommer tous nos produits, tous nos légumes de saison à l'Isère. Et par contre, pour fruits de saison, viande et lait, le département est excédentaire. Et donc, je passe à me dire qu'on n'a pas de souci pour pouvoir travailler sur l'achat de produits locaux. Je passe un peu les chiffres importants, c'est ce que j'essaie de traduire, mais c'est un peu la méthodologie. Donc, voilà. Une fois que ces études-là, ce constat a été fait, c'est comment on s'y prend. Le premier axe, c'était de développer et structurer l'offre en produits locaux pour répondre à la demande organisée. Donc, travailler d'abord auprès des producteurs pour qu'ils puissent, eux, être en capacité de répondre à la demande des consommateurs et surtout de la restauration collective en motivant justement les acheteurs des collèges et puis d'autres établissements de restauration collective à acheter des produits locaux. Rapidement, si je passe le monde des deux l'Isère, là je vous ai mis une carte schématisée de la situation agricole du département de l'Isère. Vous avez Grenoble,
qui est Grenoble Expo-Florence, qui est ici, là, dans le bassin. On a globalement, sur la plaine avec Lyon, la région urbaine lyonnaise là-haut, on a globalement ici une grande zone de plaine avec surtout des exploitations agricoles tournées vers l'élevage ici et l'élevage en filière longue. Donc des producteurs laitiers qui travaillent pour Sodial, Danone, pour les donc ils sont sur des filières longues. Des producteurs céréaliers aussi qui sont sur des grandes coopératives céréalières qui travaillent sur des filières longues. On a ici justement localisé le bassin fruitier, fruits d'été, fruits d'automne, pommes, poires et kiwis. Pommes, poires, kiwis, ouais, du département d'Isère. Donc c'est la vallée du Rhône. On est encore sous l'influence méditerranéenne. Voilà, et on a quelques fruits d'été, voilà, avec un peu d'abricot et un peu de pêche, mais de moins en moins. Donc on a surtout voilà, le bassin fruitier de l'Isère qui est ici. Inversement ici, on a toute la zone de montagne avec des exploitations agricoles plus petites, donc laitières, un peu d'élevage viande. Et surtout ici, on a nos coopératives fromagères du département avec la laiterie du Montéville dans le Trièves, la coopérative Vercors-Lait sur le plateau du Vercors et les produits Vercors avec les produits du Saint-Marcelin ici aussi. La vallée donc vous connaissez aussi la vallée de l'Isère avec la production de noix, et tout autour des zones urbaines, les maraîchers qui sont installés et qui peuvent voilà, qui produisent essentiellement le maraîchage. Voilà, inversement. Donc voilà, ici je vous remets une carte avec les bassins de population. Donc, ce qu'on voit, on a ici effectivement une population des zones, en plus foncé, c'est les zones urbaines. Donc, là, la région urbaine grenobloise, Bourgoin-Jallieu, Vienne et Roussillon. Donc, en orange plus clair, là, les zones urbaines, les zones vertes, les zones essentiellement rurales, et en jaune, les zones périphériques, les zones intermédiaires. Cette carte pour vous montrer que, donc, d'un côté, on a, c'est ce qui a été identifié. D'un côté, une forte concentration de population ici. En zone urbaine avec en plus des catégories socio-professionnelles supérieures avec un fort pouvoir d'achat. C'est là qu'on a aussi la concentration des grandes surfaces essentiellement. On voit aussi, vous disais tout à l'heure, en comportement des consommateurs qui achètent essentiellement en grande surface. Voilà. Mais bien sûr, zone urbaine, c'est-à-dire que par contre ce ne sont pas des bassins de production agricole. Inversement, si je fais court, si je fais vite, ici on a des zones rurales qui sont les zones de production, et par contre une faible population, donc faible bassin de consommation et faible nombre de grandes surfaces aussi pour ceux qui ont des distributions. Donc tout l'enjeu, c'est de mailler ces territoires, comme je dis un peu avec un peu d'ironie, souvent que la vie est mal faite d'un côté dans les agriculteurs qui habitent à la campagne, et d'un côté dans les gens qui habitent à la ville et qui consomment. Donc il faut arriver à remettre la ville à la campagne, c'est toujours une question. Et voilà, donc tout le travail, aujourd'hui c'est pour ça que tout à l'heure, quand je vous montrais le petit dessin du paysan et du cuisinier, c'est voilà, comment mettre ces gens-là en relation et aller faire de l'animation de territoire pour mailler ces territoires, pour pouvoir faire venir effectivement les produits agricoles de la campagne vers la ville, et aussi arriver à mailler. D'un côté, on voit qu'on a des bassins qui sont plutôt des bassins de production fruitière, de l'autre côté, on voit sur d'autres territoires, on a des bassins laitiers, et si on veut effectivement remplir notre assiette depuis l'entrée jusqu'au dessert, pas de sens ça, pour que si on maille tous ces territoires, on fasse venir des produits de certains points du département vers d'autres points du département, etc. Donc c'est tout le travail qu'une collectivité comme le département peut faire sur ce travail-là. En bleu, vous avez les grandes flèches aussi, qui montrent les mouvements pendulaires des populations, avec des gens qui travaillent en ville, qui habitent éventuellement à la campagne, qui peuvent se déplacer même de pôle urbain vers pôle urbain, habiter Grenoble et travailler à Valence, ou à Gasquin, etc. Donc on a aussi cette part de population extrêmement mobile, et qui, si on veut s'adresser à eux, leur permettre aussi d'accéder à des produits, demande d'inventer de nouveaux dispositifs aussi, avec des paniers, par exemple des paniers dans les gares, il y a des expériences qui sont menées aussi là-dessus. Donc voilà, les gens travaillent, ils prennent le train, et juste avant de prendre le train, de monter dans le train, ils ont commandé maintenant par internet, il y a des dispositifs aussi comme ça. Je pense que pour vous, justement, des jeunes qui voulaient essayer de travailler, je pense que c'est aussi l'avenir, justement, pour le e-commerce, des choses comme ça. Pour pouvoir, je commande par internet mon produit, et hop, je récupère mon panier que j'ai commandé, qui a été préparé à la gare juste avant de sauter dans le train. Donc il y a des expériences qui se développent aussi comme ça, au-delà des schémas classiques, grande surface ou petit magasin de nourriture, marché. Voilà.
Toujours dans ce schéma-là, donc comment structurer l'offre? On a après deux groupements de producteurs qui se sont structurés à l'Isère. Un qui s'appelle Récolter. Donc Récolter, c'est un acronyme, c'est-à-dire Restauration collective et terroir, qui regroupe 45 globalement producteurs à l'Isère, non bio, agriculture traditionnelle, conventionnelle, qui est plutôt basée dans le nord de l'Isère. Et on a un autre groupement de producteurs qui s'appelle Manger Bio d'ici à Cobuget. Mais la raison simplifiée maintenant, c'est plutôt Manger Bio d'ici, Manger Bio d'Isère, qui regroupe une soixantaine de producteurs, là spécifiquement en agriculture biologique. Donc ces groupements de producteurs, ça permet justement de massifier l'offre, ils sont structurés. Notamment, c'est intéressant, j'y reviendrai un peu tout à l'heure aussi, pour la restauration collective, pour les cantines. Donc, l'acheteur de cantine, il s'adresse à ces groupements producteurs, il dit moi je veux des carottes, des salades, des fruits, du fromage. Il n'a qu'un interlocuteur, c'est le groupement producteur qui lui après se charge de recontacter ces différents producteurs pour pouvoir fournir en une seule fois tous les produits qu'il a commandés. Donc voilà, ça permet d'avoir une offre en volume importante. Si vous demandez beaucoup de carottes, par exemple, je prends un exemple, et qu'un producteur ne peut pas répondre à votre demande de carottes, par contre, lui se charge de trouver deux producteurs de carottes pour avoir votre volume. Donc ça, c'est très important pour justement structurer les circuits courts et pouvoir répondre justement à la demande organisée de la restauration collective qui représente aujourd'hui un gros volume d'achat. Voilà, et après des simplifications aussi en termes de devis, de factures, en plus sur des procédures d'achat public. Et là aussi, donc tout à l'heure, pour répondre aussi, comment aujourd'hui alimenter par exemple les grands bassins urbains, la ville de Grenoble ou autre en alimentation, c'est tout l'enjeu. Vous avez donc Manger Bio d'ici, ce groupement d'agriculteurs biologiques, d'agriculteurs en sur l'Isère, ils interviennent justement comme ils ont une soixantaine de réseaux de producteurs sur tout le département, ils interviennent globalement sur tout le département de l'Isère, et même au-delà du département de l'Isère pour certaines choses. Par contre, on voit que Récolter, en produit donc non bio, aujourd'hui, donc ils regroupent un nombre de producteurs moins important. Ils interviennent pour l'instant essentiellement sur le nord du département de l'Isère. Donc, on a du mal aujourd'hui à avoir des produits non bio sur l'agglomération grenobloise. Donc, on y travaille aujourd'hui, justement, là, on est vraiment dans le cœur de l'activité sur cette question-là, et notamment, on a fait tout un travail justement avec la Chambre d'agriculture, d'animation, pour justement mettre en relation les acheteurs de nos collèges, du département, mais aussi le Crous. Alors je ne sais pas si vous y étiez, vous vous souvenez, on a fait une journée test pilote au mois de juin de l'an dernier au restaurant Diderot. Au restaurant Diderot, pour avoir... au restaurant Diderot, au mois de juin, justement, il vous a été proposé un repas à partir de produits locaux, et notamment pour l'essentiel avec des légumes et des fruits qui venaient de producteurs de Récolter, pour voir si c'était possible de pouvoir justement donc économiquement viable avec des coûts logistiques qui ne soient pas trop élevés, pour pouvoir que les producteurs du nord du département puissent venir livrer jusque sur l'agglomération grenobloise. Et là on y travaille, donc justement en massifiant les volumes, justement en reliant parce que voilà, j'ai besoin des cantines de nos collèges du département et du CROS avec lesquels on est en relation. Parce que si vous voulez, nous, quand le département va le voir tout seul avec ses besoins pour les cantines des collèges, le groupement Récolter nous dit pour si peu, moi je ne viens pas sur vos zones. Le lendemain, le CROS vient les voir, on dit non, on aimerait que vous veniez, il dit pour si peu, je ne viens pas. Par contre, voilà, nous, le travail d'animation qu'on fait, c'est toute la difficulté justement pour pouvoir structurer ces réponses, c'est bien voilà, on a deux interlocuteurs. Il faut qu'on arrive à les coordonner, pour qu'ils puissent coordonner leurs demandes, pour qu'il n'y ait qu'une livraison qui soit faite un même jour, sur le même jour, pour le même type de produit. Je simplifie un peu parce que c'est un peu plus compliqué que ça, mais voilà, pour que voilà, il faut que quand un camion de livraison de Récolter vient sur l'agglomération grenobloise, sur une même fois, il puisse se livrer à la fois le restaurant du Crous et à la fois le restaurant des collèges. Et ça, c'est tout un travail de logistique assez important. Pour pouvoir structurer aussi ces circuits courts, ce que ça veut dire aussi, ça veut dire que notamment il y a un projet de légumerie qui est en train de se mettre en place sur le Voironnais, sur le pays Voironnais. Une légumerie, qu'est-ce que c'est? Une des difficultés justement aujourd'hui de la restauration collective, c'est, si je caricature un peu, c'est d'éplucher les patates. C'est pour ça qu'on est sur la restauration collective, soit sur les cantines, sur des produits surgelés. Parce que c'est justement éplucher les patates, trier des légumes, râper des carottes, c'est extrêmement contraignant. Pour les parties de restauration collective. Depuis des années, à l'inverse, ce qui s'est fait, c'est ce
comportement de dire bon, on est passé sur des produits surgelés et non plus sur des produits frais. Donc, une légumerie, c'est un bâtiment assez simple qui va acheter des produits frais, qui va les éplucher, les laver, les éplucher, les éviter et pouvoir proposer d'ajouter le lendemain des produits lavés, triés, de la salade déjà triée, déjà lavée en sachet, très simple, c'est même pas conditionné, de la salade conditionnée sous les pochettes de gaz qu'on achète, c'est directement comme ça par le nom, on lave la salade, on met dans un sachet plastique, pour que justement après derrière, tous les opérateurs de la restauration collective puissent avoir des produits frais facilement utilisables. Et voilà, le département aussi, avec les collectivités, travaille, je pense, sur la requalification aussi de l'abattoir de Fontainebleau pour avoir aussi de la viande iséroise à disponibilité de la restauration collective. Donc ça, c'est aussi des outils économiques sur lesquels le Conseil général intervient. Voilà un peu par rapport à une approche sur l'aglo. D'autres outils qui sont développés aussi, pareil, pour structurer ces circuits courts, c'est un site qui s'appelle Achat local consommonal, qui est animé par la Chambre régionale d'agriculture. On va recenser, vous pouvez y aller si vous êtes sur Internet, vous tapez Achat local consommonal et vous pouvez avoir une carte de tous les producteurs recensés pour répondre à la restauration collective. Voilà, pouvoir mieux identifier ces producteurs en capacité. Alors, ce n'est pas un site d'achat direct, on ne peut pas acheter en ligne, en tout cas si un acteur économique, un distributeur recherche des produits ou en responsable de la restauration, on peut déjà trouver des producteurs. Voilà. J'en suis d'accord. Donc voilà, donc toute l'action du département, aider et accompagner les producteurs sur les outils de transformation de commercialisation. Là, le département apporte des aides directes, des aides financières aux agriculteurs. Deuxième point, mettre en lien l'offre disponible avec le potentiel de consommation des ménages. Là, on travaille avec les chambres consulaires, la chambre d'agriculture, la chambre des métiers des artistes, de l'artisanat pour tous les métiers de bouche, les restaurateurs et les traiteurs, pour pouvoir aussi leur permettre d'accéder à ces produits, développer aussi une offre en produits locaux. Et les chambres de commerce et d'industrie de Grenoble pour travailler avec les producteurs et les distributeurs, donc chambre de commerce de Grenoble et chambre de commerce du Nord-Isère. Voilà, et il y a un travail aussi qui est fait particulièrement aussi auprès des agriculteurs des produits agricoles de montagne, notamment auprès de la clientèle touristique, qui sont en station de ski, mais les produits d'Isère sont mal valorisés et on souffre de la concurrence sans leur jeter la pierre, notamment de nos amis savoyards qui ont développé toute une politique déjà depuis de nombreuses années pour valoriser les produits savoie, le fromage de Savoie sous AOC. Et on trouve beaucoup plus facilement que dans nos stations touristiques et dans les commerces en station de ski les produits de Savoie plutôt que les produits de l'Isère. Donc voilà, il y a un travail qui est engagé actuellement pour mieux valoriser nos produits d'Isère auprès de la clientèle touristique et aussi auprès des consommateurs de l'agglomération grenobloise, puisque ce qui était ressorti tout à l'heure quand je vous disais est-ce que les marques, les labels s'induisent le comportement, la notion de montagne ne ressortait pas comme produit de montagne, comme un indicateur, un incitateur fort pour la consommation, sauf pour la population grenobloise, plus proche des montagnes que pour le reste du département. Donc voilà, il y a une réflexion aussi pour justement permettre de mieux identifier les produits zéro et notamment les produits de montagne terrestre. Je glisse un peu tout ça. Après, voilà, donc le deuxième axe sur lequel, une fois que tout ce travail d'animation et de relation, le deuxième axe sur lequel travaille le département, c'est ce que je vous ai évoqué tout à l'heure, c'est comment nous, on peut être exemplaire de département pour donc acheter des produits locaux dans les cantines des restaurants, des collèges. Donc on s'appuie donc d'une part sur le programme national de l'alimentation qui incite les acheteurs publics donc vous voyez en milieu scolaire, universitaire, dans le milieu de la petite enfance et de la âgée, donc la restauration collective, à acheter des produits locaux pour développer aussi une politique d'amélioration de la qualité alimentaire, notamment avec des produits de saison. Il est écrit dans le texte. Et par rapport, après on a aussi le Grenelle de l'environnement qui appelait à recourir et à introduire des produits en circuit court et de saison aussi. Donc là je vais un peu passer parce que ça devient un peu technique. Le Conseil général, on verra si vous voulez, a donc établi ses propres marchés publics pour acheter, puisque en tant que collectivité publique, le Conseil général doit respecter le code des marchés publics. Et donc on a travaillé avec nos grands producteurs en fonction de ce qu'on savait à partir des enquêtes de la Chambre d'agriculture pour pouvoir, dans nos marchés publics, les calibrer pour que les groupements de producteurs locaux puissent répondre
L'exemple que je prends généralement, c'est qu'à l'Isère, le département d'Isère est très peu producteur d'endives, on n'a pas beaucoup d'endives, donc dans nos marchés publics, on n'a pas indiqué qu'on voulait des endives, parce qu'on savait que les groupements producteurs locaux ne pourraient pas répondre. Donc on a fait en sorte que les groupements producteurs locaux puissent répondre, et après on a étudié les différentes offres, locales et non locales, dans le respect du code des marchés publics, et on a vu qui on pouvait retenir. Tout ça, je saute un peu les articles sur lesquels on s'est appuyé, et tout ça, ça nous a permis de retenir, effectivement, récolter pour 2 cuisines mutualisées du Nord-Isère, pour les fruits et pour les légumes, et de retenir le repas manger de d'ici pour acheter les légumes bio, les fruits bio et les produits laitiers bio à partir du producteur de l'Isère pour les 5 cuisines mutualisées du département de l'Isère, qui regroupe donc 5 cuisines mutualisées, qui regroupe 45 cantines de collège à travers le département. Voilà, puis après on a des collèges qui sont en cuisine autonome, qui produisent eux-mêmes leurs repas, qui ne dépendent pas donc de ces cuisines mutualisées. Donc c'est des collèges les plus reculés en secteur de montagne, sur des bassins les plus reculés. On travaille directement avec ces collèges en cuisine autonome pour qu'eux aussi puissent acheter et s'approvisionner individuellement en produits locaux. Voilà. Ce travail-là aussi, parce que je voulais le mettre rapidement, c'est une dimension à prendre en compte, c'est aussi, puisqu'on travaille avec des produits locaux, donc on sort des grands circuits de distribution aseptisés, j'ai envie de dire, ça veut dire qu'il faut qu'on travaille aussi sur la qualité sanitaire des produits, l'hygiène alimentaire, parce que c'est souvent aussi une réflexion que nous font les responsables de cuisine. Ils nous disent, ouais, t'es bien gentil avec tes produits locaux, des petits producteurs, mais moi je suis à la tour d'une cantine, je fais manger des enfants, je ne veux pas avoir de problème sanitaire derrière. Donc on a travaillé aussi avec le laboratoire vétérinaire départemental, puisque le conseil général est un laboratoire vétérinaire qui assure travaille sur l'hygiène alimentaire, donc sur les analyses, pour pouvoir mettre en place tout un process, pour pouvoir s'assurer que nos producteurs locaux vont renforcer les analyses faites par ces producteurs pour s'assurer que ces produits, donc notamment les produits laitiers en cru, aient eu oui, un maximum justement d'analyse et qui nous permettent de s'assurer qu'on n'a pas de problème bactériologique sur ces produits-là. Alors, on va réfléchir à ce que ça veut dire. Et pour finir, donc voilà, donc cette politique-là, cette expérience qu'on a pu mener sur les collèges pour ceux qui acheter des produits locaux, s'approvisionner en produits locaux, aujourd'hui, on tend à les développer auprès d'autres publics, notamment les publics jeunes à travers les crèches, les écoles, y compris, comme je vous disais aussi, l'université, les centres de vacances. Et ça, c'est aussi intéressant pour la structuration des circuits courts, les centres de vacances et de loisirs, parce que le milieu scolaire, les agriculteurs, ils disent, ok, vous êtes bien gentils, mais le problème, c'est que dès qu'arrivent les vacances scolaires, vous vous laissez tomber. Et alors que si on est en saison d'été, je pense qu'il faut les produits et les légumes de saison d'été, c'est la pleine production. Donc voilà, on essaie de tempérer ça, justement, en mobilisant aussi les acteurs des centres de vacances et des centres de loisirs. Et c'est valable aussi pour les établissements d'hébergement de personnes âgées ou de personnes handicapées qui travaillent toute l'année, 365 jours par an, y compris d'ailleurs pour les centres d'hébergement, les EHPAD, pour les personnes âgées midi et soir, donc c'est plus sur la repas, et qui tournent 365 jours par an. Voilà, et ça aussi permet bien sûr à ces personnes dépendantes de bénéficier aussi d'une alimentation de qualité. On se tourne, je voulais évoquer aussi, avec les chambres de métiers de l'artisanat, les chambres de commerce, auprès d'autres établissements de restauration, la restauration privée, les traiteurs, et puis aussi donc, la restauration d'entreprise, voilà, qui tourne aussi toute l'année, même si en termes d'été, c'est des périodes plus creuses. Et on travaille cette politique aussi alimentaire, je sais bien quand même, si on est sur des volumes plus importants, c'est aussi une politique publique du département. On travaille aussi avec nos collègues de l'insertion, des services sociaux du Conseil général, auprès des épiceries solidaires, donc ces structures associatives pour permettre au public en difficulté de pouvoir aussi accéder à une alimentation de qualité. Parce que la réflexion qui est faite aussi, c'est de dire bon, la banque alimentaire collecte des produits auprès des grandes surfaces, ce ne sont pas des produits frais, parce que justement les grandes surfaces ne peuvent pas prendre de risque sanitaire, parce que les produits frais, ils sont périssables, ils sont déjà plus consommables. Et donc, du coup, les personnes en difficulté, socialement en difficulté, ont du mal à accéder à des produits frais. Et donc, voilà, à travers des structures associatives, caritatives, et notamment l'expérience de l'épicerie solidaire, on travaille à ce que voilà, ces structures puissent permettre aussi aux personnes en difficulté à accéder à des produits de qualité frais et de saison. Qu'est-ce que, voilà, pour conclure, un schéma là-dessus, voilà. Donc,
on voit, à travers tout ce que je vous ai montré, j'espère que c'est dans ça entendu, que la notion de circuit court, pour pouvoir justement mettre en relation mon petit agriculteur avec mon petit cuisinier, j'ai besoin de mobiliser tout un tas d'acteurs sur cette notion-là. Donc, pour ceux qui, bien sûr, au départ des agriculteurs, nos groupements de producteurs pour se structurer, y compris avec des salariés qui vont être justement aux commandes pour recevoir les demandes des acheteurs, de bien répercuter auprès des producteurs, des transporteurs pour pouvoir justement mailler ces territoires entre les différents territoires, les zones rurales, les zones agricoles de production vers la ville. On a donc les chambres de commerce pour pouvoir mobiliser aussi les distributeurs pour les consommateurs, les cuisiniers, les responsables de cuisine pour la restauration collective. Voilà, donc on a tout un réseau d'animateurs de territoire, dont moi-même je fais partie, pour pouvoir mailler tout ça. Donc on voit qu'on a toute une nébuleuse d'acteurs qui aujourd'hui travaillent, interviennent pour pouvoir structurer ces circuits courts et les mettre en place et finalement parvenir à ce qu'au départ était présenté comme quelque chose de très simple. Les circuits courts, c'est une relation directe, en face à face directe entre un producteur et un consommateur. On voit que finalement c'est beaucoup plus complexe que ça, et c'est pour ça qu'aujourd'hui il y a des études, l'expression n'est pas de moi, qui parlent en fait de circuits courts multi-acteurs, parce que ça demande la mobilisation de tous ces gens-là pour pouvoir structurer ces circuits courts et mettre en relation d'un côté des producteurs qui peuvent être très diversifiés, et après des consommateurs ou des acheteurs qui aussi peuvent être très diversifiés et avec des demandes qui peuvent être très variables entre le consommateur, le ménage ou le responsable de restauration collective de cantine ou le traiteur qui lui va éventuellement travailler sur des produits plus fins et plus haut de gamme. Voilà, je crois que je voulais juste ma dernière diapo pour essayer de vous présenter ce paysage-là. Là, on a un calendrier qui est existe aussi sur mon format, mais je vous ai apporté aussi une petite plaquette de présentation sur cette notion de circuit court, mettons les herbes à nos assiettes. Et à la fin, vous retrouverez, je pense, ce calendrier qui résume de façon un peu graphique les produits, les fruits et les légumes de saison du département de l'Isère, pour vous permettre d'avoir une référence sur quels produits et à quelle saison on peut trouver à l'Isère. Voilà. Non, tout à fait, non, mais justement, c'est tout à fait. La question que se pose, effectivement, c'est pour ça que je vais vous présenter à un moment donné, pour pouvoir structurer les circuits courts et répondre effectivement mobiliser, on est obligé d'en passer par là, parce que voilà, les responsables de cantine disent moi je ne vais pas me taper les salades à trier, les carottes à râper ou les patates à éplucher. Voilà, il nous faut une autre structure. D'où cette aiguillerie, cet outil intermédiaire qu'on met en place, mais effectivement, on sort du circuit court stricto sensu. C'est pour ça que cette notion de circuit court, aujourd'hui, elle s'érode effectivement de plus en plus. Au départ, ça partait d'une bonne intention, justement pour couper court à ce débat entre agriculteur et distributeur, et puis le consommateur. Pourquoi le consommateur paie si cher les produits de la grande surface alors que les agriculteurs ne se payent qu'on n'en paye rien du tout. Donc on va faire sauter tous ces intermédiaires, tous ces escrocs qui s'en mettent plein les poches au passage, mettre sur une notion de circuit court et la vie sera plus belle. On voit qu'effectivement, même si ça part d'une bonne intention que il faut le faire, on voit que c'est cette notion de circuit court qui du coup on avait posé une définition très carrée, très précise en disant comme ça on va éviter tous les écueils et on ne va pas s'en parasiter. C'est pas d'intermédiaire, voilà. Au maximum d'intermédiaire on va tolérer les guerres plus. On voit qu'effectivement la question devient beaucoup plus complexe à travers un outil comme une luminerie ou comme même justement un abattoir comme voilà celui que l'abattoir du Fontanier de Grenoble qui était en difficulté économique et un outil qui est obsolète, sur lequel justement le Conseil général avec la ville de Grenoble et la métropole travaille pour le requalifier, aussi déjà pour en termes de respect des règles sanitaires de l'attache sur le nord, mais aussi pour pouvoir faire un outil qui permette aussi de découper des dettes, telles que le aussi la restauration collective et telles que certains aussi des couchers pour avoir une offre plus adaptée. Donc du coup, on se retrouve avec des intermédiaires, avec des acteurs
peuvent avoir comme dernière cette notion de consensus de circuit court peut-être. Alors, les légumineuses, c'est des outils plus pour pas directement pour les ménages, c'est plus pour du gros volume, pour la restauration collective. Au départ, il y a certaines cuisines, donc dans des cantines, dans la restauration collective, qui amont ou qui amalent. Le problème, c'est que souvent, soit ils n'amont pas, soit ils n'amont plus, ils les utilisent plus, parce que de fil en aiguille, comme je pense cette notion de travail sur des produits frais de saison avait été abandonnée, ils n'avaient plus de légumerie, elle n'est plus adaptée, elle est plus obsolète. Disons, on n'a plus de légumerie, on n'a plus de légumerie adaptée, éventuellement en fonction de nos nouveaux besoins. L'idée, je pense, et puis pour rendre ça aussi économiquement, cette idée de faire une grosse légumerie, en quelque sorte, permet justement d'écraser aussi les coûts. Et il y a des établissements, il y a certaines cantines qui ont encore leur petite légumerie pour qu'ils répondent bien à leurs besoins, qui ne seront pas forcément obligés de passer par cette boutique qui se met en place sur les bois. Vous avez parlé que le Conseil général se charge essaye de mettre en place pour ce qui est des restaurants scolaires et de mettre à la disposition de ces restaurants des produits bio, etc. Mais qu'en est-il en fait des restaurants scolaires qui sont sous la tutelle entre guillemets de tout ce qui est restauration rapide comme Sodexo, etc. Est-ce que Sodexo a des contrats avec les comptes de ces produits bio ou est-ce que ces restaurants scolaires sortent de ce cadre, de ce projet qu'a le Conseil général? Il y a des restaurants scolaires qui sont par exemple, je veux dire, parce que c'est le seul qui me vient en tête, Sodexo, qui se charge d'un restaurant scolaire comme de tel ou tel lycée. Est-ce que Sodexo s'occupe de produits bio de la région ou est-ce qu'ils sortent de ce cadre de circuit court pour ce qui est des restaurants scolaires? Ouais. Alors effectivement, soit on a des cantines de la restauration en gestion directe, comme c'est dit, le responsable est directement le décideur et l'acheteur et il fait la cuisine, soit effectivement on a de la restauration concédée auprès Sodexo ou d'autres acteurs, d'autres intervenants. Là, après, ça dépend. Ça dépend de la commande. Généralement, la réponse, elle consiste à dire Sodexo fait ce qu'on leur demande, ce qu'on lui demande. Donc, si le commanditaire souhaite introduire des produits locaux, bio et locaux dans sa restauration, il demande à Sodexo de lui préparer des repas avec des produits bio et des produits locaux dans ses repas. Sodexo le fait surtout s'il doit remporter le marché ou le contrat avec le commanditaire. Toute la difficulté quand même consiste après derrière, sans jeter la pierre particulièrement à Sodexo, quel que soit le prestataire, qui sont divers et variés, c'est après toute la difficulté, c'est de savoir ce prestataire-là, est-ce que vraiment il respecte le cahier des charges de ce qu'on lui demande. Et ça, c'est une vraie question qui peut poser de vraies difficultés. Et par retour d'expérience, on voit que souvent, justement, certains responsables de la restauration collective ont abandonné justement ces prestataires pour éventuellement repasser sur de la gestion directe parce qu'au moins ils ont plus l'assurance d'avoir directement des produits locaux. Mais ces deux modèles-là, gestion directe ou gestion concédée, après c'est la façon dont on établit le contrat ou la façon dont on établit le marché public pour s'assurer que les produits viennent, soit c'est des produits locaux, soit c'est des produits locaux. Après c'est le contrôle qu'on se donne, les moyens de contrôle qu'on se donne pour vérifier finalement ce qu'on a dans la salle. Très bien. Le Conseil général n'a pas d'action directe auprès des agriculteurs
juste, donc notamment pour ça, si c'est après c'est une politique qui induite, en développant la demande en produits locaux et notamment en produits bio, derrière je pense que c'est un moyen aussi de favoriser donc la demande et inciter les producteurs à s'orienter vers des produits bio ou vers des produits qui permettent de répondre à la demande locale. Voilà. Après, il y a une aide du département, j'ai évoqué tout à l'heure, je reviens derrière. Voilà, le considère après apporter des aides financières directes aux exploitations agricoles, aux groupements de producteurs qui veulent mettre en place des outils de transformation fromagère, charcutier aussi, ou autre, ou même les lignes pour introduire des produits, pour pouvoir répondre à la... Ouais, on va faire. Pour pouvoir répondre à la demande locale, donc une aide à la transformation et une aide aussi à la commercialisation, notamment donc, soit directement à la ferme, soit auprès de magasins de producteurs pour aider justement les agriculteurs à se structurer et à vendre directement leurs produits. Et il y a à travers le département une 10-15 magasins de producteurs structurés pour vendre directement leurs produits. Il y avait une question derrière. Merci pour cette discussion. J'ai une question relative au périmètre ou aux frontières territoriales pertinentes quand on a une réflexion en termes d'alimentation locale. Et donc, difficilement vous reprocher à la fois l'employeur et la mission que vous avez confiée. Mais bon, la présentation, la réflexion se mène uniquement au niveau des frontières administratives du département. Or, en termes d'alimentation locale, ce n'est pas forcément toujours en tout cas, quand on a une réflexion vraiment dans un objectif plus large, on va dire dans la thématique du développement durable, des santé publique, etc. La question de l'alimentation, elle transcende largement les frontières administratives, que ce soit au niveau très très local, bien au départemental. Et donc, ma question est ça, est-ce qu'il y a des mécanismes de coordination qui sont mis en place entre les différents départements qui pourraient éviter parce que des fois, on a presque l'impression qu'il y a une concurrence. On est place dans une logique de concurrence où il faut absolument trouver un producteur sur le département. Et si on ne trouve pas, on passe par le circuit traditionnel. Alors que peut-être, sur le département de 50 km, il y a une source locale pour un certain produit. Et donc, il y a un échange intéressant. Et peut-être qu'à l'Ontario, le département d'Isère pourrait fournir à sa voie ou à la banque un produit qui n'est pas produit sur leur territoire. Et donc, voilà, la question est de savoir s'il y a des mécanismes, après, des articulations avec la région, avec des espaces infra, des espaces. Ouais, c'est une question. Je pense que c'est pareil. Cette notion effectivement de produit de proximité et de localité, ça n'a pas de définition. D'où effectivement ça dépend du territoire et des l'échelle du territoire qu'on se donne. Alors là-dessus vous avez raison, c'est ce que vous avez dit. Nous on se donne l'échelle du département parce qu'on est le conseil général. C'est totalement arbitraire. Et je vois quand je discute avec mes collègues de la région, du conseil régional, pour eux la notion de circuit court, c'est à l'échelle de la région, c'est la région Rhône-Alpes. Quand je discute avec des collègues, par exemple, du parc du Vercors, le parc naturel régional du Vercors a aussi une politique qui s'appelle alimentation, santé, territoire, pour essayer de mieux valoriser les produits du Vercors et notamment aussi faire découvrir ces produits à travers les restaurateurs du Vercors et les centres de vacances du Vercors, justement les centres de vacances historiques. Voilà. On développe une politique un peu en faisant venir vos enfants sur le Vercors, non seulement ils respireront le grand air, les petits seront de la montagne, les grands espaces, etc., mais en plus ils mangent bonbon, on est plein les colonies du Vercors, avec la les centres de vacances du Vercors, ils mangeront bon parce qu'ils mangeront les produits du Vercors. Voilà. Et le Vercors, voilà, par exemple, donc a cette notion pour eux, géographique du parc du Vercors. La communauté d'agglomération du pays voironnais, par exemple, donc eux, ils ont une réflexion sur la chaîne. Donc tout ça, c'est extrêmement valable, ça dépend jusqu'où on peut porter le regard et les limites qu'on veut se donner. Donc voilà. Voilà. Alors, il y a deux choses. Donc effectivement, l'échelle sans, esprit de clocher particulier, voilà, et en disant le conseil général a raison parce que c'est le département, et le département d'Isère, c'est la carte aussi que je vous montrais tout à l'heure, on a la chance d'avoir justement, je sais plus où est la carte du département, on a la chance, sans vouloir particulièrement défendre le périmètre départemental parce que c'est celui du conseil général, d'avoir un département où on trouve de tout.
Ce qui n'est pas forcément le cas. Moi, je vois quand je discute par exemple avec des collègues du Conseil général de l'Hérault, par exemple, pour prendre un département que je connais bien, voilà, mes collègues du département de l'Hérault, ils me disent ouais, d'accord, en fait, nous, on est dans l'Hérault, un département fortement viticole, voilà, avec justement, il n'y a pas de pleine céréalière, etc. On a énormément de difficultés à avoir tous les produits que vous avez dedans. Voilà, c'est un département d'élevage où c'est pas un département où il faut l'élevage de viande, ou l'élevage laitier. Donc il y a des départements, voilà, le département de la Beauce, des départements fortement céréaliers par exemple. La question elle se pose aussi différemment pour eux. Donc nous on a la chance d'avoir ce département-là, avec des zones de plaine, des zones de montagne, des zones d'influence méditerranéenne, avoir tout type de produits, ce qui nous permet justement en gros de pouvoir résumer ça avec cette expression en mettant des heures dans nos assiettes. Voilà. Et par contre, c'est aussi la difficulté, on travaille en partenariat étroit avec justement nos collègues du parc du Vercors, c'est la difficulté aussi du Vercors, qui justement lui ne bénéficie pas par contre de fruits et légumes. Sur le plateau du Vercors, les fruits et légumes, il n'y en a pas. Donc, à un moment donné, on voit, je pense, c'est aussi cette importance de mailler les territoires, de mettre en relation les territoires. Donc, et globalement, pour résumer aussi, de dire, bon, on va faire monter les fruits et les légumes de la plaine sur le Vercors, parce qu'ils n'en ont pas, et parce que par exemple, pour les centres de vacances, c'est intéressant, notamment l'été, de continuer à travailler avec l'été, comme je l'évoquais tout à l'heure. Et par contre, d'avoir les fromages et les produits laitiers du Vercors, ça nous intéresse aussi pour la plaine, pour les avoir aussi. Donc voilà, donc il y a ces échanges à faire entre territoires. Voilà. Et après, aussi, je vais revenir, je pense, sur la petite carte de tout à l'heure. Voilà. Par exemple, si je reviens tout à l'heure, récolter et regroupe une quarantaine de producteurs, je vous dis alors, ils ne sont pas tous du département d'Isère comme on voit, ils sont basés sur Vienne. Historiquement, ce groupement de producteurs récolté, il a été impulsé par le syndicalisme d'agglomération de Rhône-Pluriel autour de Vienne. Et donc, le syndicalisme de Rhône-Pluriel regroupe des communes de l'Isère, mais aussi des communes de la Loire et du Rhône. Donc, il regroupe des producteurs de la Loire, du Rhône, y compris de l'Ardèche, je crois, voilà, pour avoir un peu justement un panier de producteurs assez diversifiés. Et on n'est pas, quand récolter, vivre des produits dans les cantines du département, on n'est pas exigeant en regardant, on ne veut pas parce que c'est un producteur de la Loire et pas la misère. Voilà. Et inversement, nos producteurs aussi, on est bien content qu'ils puissent aller livrer. Est-ce que ça veut chez le préserve devant chez eux, ce qui ne fait leur pas d'aller livrer dans l'Inde, dans la Savoie, dans la Drôme, etc. Donc voilà, donc là, les frontières, après, concrètement, objectivement, elles sont assez poreuses. Pour une autre raison aussi, c'est que ça aussi, c'est un écueil aussi quand on veut structurer les circuits courts, c'est que donc on travaille sur des produits de saison, et que si par exemple la saison n'est pas bonne, comme c'était le cas par exemple l'an dernier, au printemps, on a eu un printemps pluvieux pourri qui a retardé les productions de printemps de 1 mois, si ce n'est 2 mois, on était bien normal de trouver des produits, donc on était très content que nos groupements de producteurs, soit récoltés ou même mangés d'un produit bio, nous puissent nous faire venir des carottes, des légumes, etc., qui veulent de la Drôme, qui était déjà un peu plus avancé, c'était un peu plus au sud, que voilà, parce que la misère, on ne veut pas se fait suffisamment. Inversement, c'était il y a 2 ans, ça, la production de poires a été calamiteuse à l'Isère. On n'avait pas de poires. Donc on était bien contents. Heureusement qu'ils avaient dans leur réseau des producteurs de poires des Hautes-Alpes, qui a permis de compenser voilà, ce besoin de poires et aussi des fruits dans nos cantines. Donc on n'est pas, après, on le fait avec nos acteurs économiques qui, eux, ont des frontières qui dépassent peu ou celles du département. On fait avec eux, sur les alors, on est bien content aussi quand nos producteurs peuvent aussi c'est le cas de récolter, c'est vraiment sur la région urbaine lyonnaise, sur des Vartanes. C'est juste une échelle pour se donner, pour pouvoir voir comment on travaille, comment on peut structurer ces filières, ces réseaux économiques. Moi j'avais une question par rapport à un risque. Est-ce que justement ce développement des circuits courts, ça risquerait d'assécher ou dans le futur, plus ou moins, les réseaux qui sont déjà développés au niveau des jardins de coca et des jardins d'insertion qui font ça, qui développent ce qui est circuit court depuis déjà 20 ans. Est-ce qu'il n'y a pas ce risque d'assécher leur débouché? Pour l'instant, non. Pour l'instant, non, parce qu'on voit qu'on a une forte demande.
Aujourd'hui, justement, on a plus de demandes sur les besoins parce que les consommateurs sont fortement intéressés, fort demandeurs de pouvoir avoir des produits locaux. J'ai pas envie de dire les scandales récurrents de temps en temps qui émergent, comme le cheval ou des choses épargnées, font qu'aujourd'hui la demande en produits locaux d'origine identifiée est encore forte et prégnante auprès des consommateurs. Et puis parce que tous les réseaux qui sont en place sont loin de pouvoir fournir toute la demande. Donc par contre, ça demande aujourd'hui de coordonner, la façon dont on distribue le domaine interne. Il n'y a pas deux types d'acteurs sur une même demande, et par contre on laisser des lignes, des zones vierges par rapport à certaines demandes. J'ai pas plus par exemple comment ce qu'on fait par rapport aux grandes difficultés, notamment avec les épiceries solidaires et d'autres différents systèmes caritatifs de distribution pour ces publics-là. C'est ça qu'on travaille, on coordonne, mais la demande est encore forte. Par contre, cette question, elle est fort juste par rapport au travail que l'on fait, par rapport à la grande distribution, sur la grande distribution. Aujourd'hui, il y a des grandes surfaces, Carrefour ou autres, qui travaillent déjà avec des producteurs locaux. Parce que pour eux, ça leur permet justement de faire des produits d'appel et ils communiquent beaucoup là-dessus, justement, où on reçoit dans une boîte aux lettres, quand on va dans les grandes surfaces, on voit des grands posters avec la photo d'un agriculteur, toujours souriant et en bonne santé, ravi de vendre ses produits. Donc pour les grandes surfaces, ça fait un peu de produits d'appel, vous avez de la bonne pomme, des bons fruits, des bonnes salades avec des producteurs locaux. Pour ces quelques producteurs qui sont positionnés déjà sur ces grandes surfaces, pour eux c'est intéressant parce que c'est des niches commerciales, ils en tirent une bonne valeur ajoutée et par rapport au volume que la grande surface, c'est bien un équilibre qui est trouvé. Sachant que la grande surface, elle tente des gros volumes par rapport à leurs fournisseurs référencés, rangés sur eux. En voulant développer justement et renforcer l'approvisionnement en produits locaux dans les grandes surfaces, on court le risque effectivement de déstructurer ces niches que quelques petits agriculteurs ont pu trouver vis-à-vis des grandes surfaces. Et du coup, justement, par rapport à la valeur ajoutée qu'ils ont dégagée, les meilleurs qu'ils ont dégagés, la grande surface vient récupérer un prix qui est plus bas. Ça, c'est une difficulté qu'on a vis-à-vis de la grande surface. Juste égayer, parce que dans le partenariat, les discussions qu'on a entre chambres de commerce et chambres d'agriculture, il y a une différente approche entre les deux. Et la chambre d'agriculture faisant attention parce qu'on a déjà des agriculteurs qui sont positionnés là-dessus. Vous allez casser la niche de marché qu'ils ont pu construire, le partenariat étroit qu'ils ont pu construire à la grande surface. Et la chambre de commerce, on a des responsables de grande surface qui nous demandent justement d'avoir davantage de produits locaux dans leur rayon, de développer davantage de mètres linéaires dans leur rayon, etc. Mais à quel prix ça, par contre, c'est une vraie question. Alors moi, je voudrais revenir sur quelque chose d'un peu plus global. C'est par rapport à ce que vous avez dit. J'ai l'impression que le Conseil général envisage les circuits courts que comme à travers le prisme du bio. Est-ce que dans votre démarche, il y a effectivement cette volonté vraiment de promouvoir que le bio local ou aussi d'autres agriculteurs qui sont locaux mais qui ne font pas nécessairement du bio Ouais, non, après là c'est parce que j'en ai parlé, mais on n'est pas du tout, il n'y a pas une volonté de développer le bio, effectivement, mais pas que, et en tout cas l'idée surtout d'aider les agriculteurs, surtout les agriculteurs récoltés, quand on voit nos producteurs qui ne sont pas bio, justement, c'est un agriculteur traditionnel, et on achète l'essentiel des produits qui sont achetés dans les cantines des collèges, sont pour l'essentiel des produits locaux non bio. À peu près globalement à 20% d'introduction de produits locaux, non bio, et 15%, approche de 15% en produits bio. Donc on achète un plus de produits locaux non bio pour le bio. Ce qu'il y a, c'est que par contre, on a le gros point des producteurs bio en Chine étant mieux structurés.
c'est plus facile paradoxalement, même s'ils sont moins nombreux, même si la production est moins nombreuse, on a plus de facilité à pouvoir acheter des produits bio, parce qu'ils sont plus sur aussi, historiquement, les producteurs bio, c'est des petits producteurs qui sont historiquement davantage portés vers le circuit court que les producteurs traditionnels qui sont couchés de vie, un peu davantage tournés vers les filières longues. Y compris les producteurs de fruits du secteur postillon qui, eux, sont beaucoup plus sur des filières longues et exploitent sur un gis et même l'Allemagne et les pays du Nord. Il faut, je pense, aujourd'hui les tirer et leur dire, bon, s'il vous plaît, si vous pourriez un peu vous tourner aussi, vous structurer, ça nous intéresserait, vous répondez aussi au bassin local et à la demande locale. Alors, certains petits producteurs du coup se réorientent parce qu'ils n'ont pas les moyens sur les filières longues et de pouvoir exporter le volume, mais les producteurs de fruits sont plus traditionnellement sur les filières longues. Si on fait une parenthèse, justement, tout le travail, c'est le travail que fait la Chambre d'agriculture, c'est de pouvoir identifier les producteurs qui sont intéressés et en capacité de répondre justement à notamment la restauration collective et à ce marché de circuit court. Les gros agriculteurs, avec des grosses exploitations qui sont sur des gros volumes, qui sont déjà justement sur des productions même contractualisées, soit pour le lait, par exemple, tout à l'heure j'évoquais l'amendement pour les fruits, justement avec des grands distributeurs, Pierre Angis, Darman, etc. Que les circuits courts, ça ne les intéresse pas. Ils sont des salariés. Donc, les petits volumes sur les circuits courts, ça ne les intéresse pas forcément. À l'opposé, on a des petits agriculteurs qui ont juste quelques hectares, notamment les maraîchers, 1 ou 2 hectares grand maximum, et qui, eux, produisent quelques légumes, quelques produits, et eux, ils vendent sur les marchés, en direct, le marché des estacades, le marché roche, le marché directement des consommateurs. Ils écoulent leurs produits comme ça, à un prix avec une valeur ajoutée suffisante, ils vivent, et ils ne sont pas en capacité, eux, de répondre à la restauration collective parce qu'ils ont des trop petits volumes. Et surtout, c'est le cas des maraîchers de la Sainte-Claire autour de Grenoble, donc sur leur petite superficie, ils font un peu de carottes, un peu de tomates, un peu de salade, un peu de etc. Et sur les marchés, il y en a tout ça, et ils peuvent répondre à la demande de la ménagère, des ménages, pour pouvoir, ou des consommateurs, pour pouvoir fournir tous et chacun de son petit marché, l'acheter, pour le faire, etc. Donc voilà, on a des structures d'exploitation agricole comme ça. Et donc nous, il faut qu'on arrive à se positionner sur des types d'exploitation agricole intermédiaires, ni trop petites, ni trop grosses, pour pouvoir répondre à la demande en circuit court, soit de la restauration collective, soit de la distribution, sur ce type d'exploitation agricole, en termes de viabilité économique, mais aussi de produits. Et on travaille justement aussi à développer des exploitations maraîchères, notamment pour répondre aussi à la librairie, donc de maraîchers qui ne soient pas ce type d'exploitation maraîchère qui fasse un peu tout, mais plutôt qui soient plus spécialisés sur la salade, par exemple, ou la carotte, pour pouvoir avoir des gros volumes avec des charges d'exploitation assez faibles, pour pouvoir répondre à ces volumes. Donc voilà, il faut qu'on arrive à mobiliser. Donc on n'est pas non plus en capacité de mobiliser toutes les exploitations agricoles parce qu'économiquement, c'est intéressant. C'est bien. C'est de faire en sorte que les exploitations soient spécialisées sur un seul type de produit, alors qu'on sait qu'en plusieurs, on peut avoir des notions qui font que les rendements sont plus importants et plus le fait de spécialiser une production agricole sur un type de produit comme le lait avec par exemple des salades, alors on sait que le fait de varier les cultures peut engendrer une meilleure rendement et faire en sorte que après, d'une saison à l'autre, l'agriculteur peut varier ses productions d'une saison à l'autre. Et surtout par rapport à ses surfaces, éviter de faire une diversité de petites productions, voire sur les situations, y compris ils font un petit carré de persil pour pouvoir ensuite donner un peu de persil aux consommateurs quand ils sont au marché par des exploitations qui sont à taille humaine. Parce que c'est des petits jardins de grande surface, comme le marché de la Sainte-Claire. Il faut qu'on ait aussi des exploitations, qui ne soient pas des exploitations avec un cran, effectivement, qui a progressé, soit sur la production industrielle, mais qui soient des exploitations
c'est pas dans la thématique ce que vous proposez directement avec le Conseil général, mais est-ce que vous pouvez toucher un petit mot des AMAP et des associations qui s'engagent aussi pour faire du manger local? Alors, il existe différents dispositifs sous cet aspect-là. Panier AMAP, c'est des notions qu'on véhicule, panier AMAP, etc. Alors, c'est des choses différentes. Pareil, on se cale bien. Une AMAP, le dispositif d'AMAP, donc les associations pour le maintien d'une agriculture paysanne, le dispositif là, c'est qu'on est adhérent, on adhère à l'AMAP, on paye tous les mois pour une même somme, et l'agriculteur vous fournit un panier avec ce qu'il a au moment de la saison. C'est un dispositif qui avait été mis en place pour aider notamment justement l'installation de jeunes agriculteurs. Voilà. Et quand on est adhérent à la marque, comme je dis, voilà, on fait ça tous les mois, on est adhérent. Y compris d'ailleurs, on s'engage à donner un coup de main à l'agriculteur, à venir l'aider, à faire des travaux sur son exploitation, voilà, en ramasser, etc. Et donc on paye une somme fixe, voilà, quel que soit le volume du panier, le niveau du panier, ce qu'il y a de saison. Ça, c'est ça le dispositif de l'AMAP. Aujourd'hui, ça a eu un fort engouement il y a quelques années, les AMAP. Aujourd'hui, ça s'est tassé. C'est ce qui ressort même un peu des études nationales de la Fédération des AMAP. Ça s'est un peu tassé dans les AMAP. Éventuellement à cause des contraintes que j'ai évoquées. Voilà. Et surtout, la Fédération des AMAP constate elle-même, au départ, ça partait d'une volonté de bien faire, d'aider l'agriculture paysanne, de pouvoir retisser aussi ses liens entre les campagnes, voilà, ce qui était très bien. Nous avons été adhérents à une AMAP temps. Donc, voilà. Mais par contre, ce que ressort aujourd'hui, c'est que ça draine essentiellement les catégories socio-professionnelles les plus aidées. Catégories socio-professionnelles supérieures, parce que voilà, souvent, quand on regarde le niveau du panier de la MAP, ça fait cher le niveau. Donc voilà, ça regroupe. Du coup, voilà, les AMAP avec du coup un peu autarcie, c'est très de profit pour vous, si je résume un peu le système des AMAP. Et voilà, donc elle tire elle-même ce constat-là, et c'est pas ce côté ouvert, croisement de population. Ce dispositif-là, c'est un peu ce qui ressort aujourd'hui du système des AMAP, et même si ça perdure, ça existe toujours. Du coup, ça a un peu aussi souffert, tout à l'heure pour rejoindre aussi votre question de concurrence entre les différents dispositifs, le système de l'AMAP, il a aussi un peu souffert, je pense, du fait que justement, comme pas mal de villes et la métro, l'agglomération grenobloise l'a fait, de développer les marchés de proximité, du coup, les consommateurs qui étaient adhérents d'une AMAP ont dit bon, c'est pas la peine que je continue d'être adhérent d'une AMAP, donc là, j'allais directement sur le nouveau petit marché ou le marché local de proximité qui s'est renforcé à proximité de chez moi en ville. Et l'agglomération grenobloise l'a fait, elle a créé des nouveaux marchés de petits producteurs pour animer des places, recréer de la vie en ville. Voilà, il y a beaucoup de communes qui l'ont fait. Nantes a été aussi très à la pointe là-dessus. Voilà. Et du coup, je pense que le phénomène AMAP a pâti de ça aussi. Voilà. Après, il y a le système du panier. Le système du panier, par contre, là, on choisit, soit directement auprès du producteur, voilà, souvent, ça s'est développé par Internet, on choisit et on commande ce que l'on veut. Et souvent, donc, le système du panier, ce qu'on appelle le système du panier, souvent derrière, il y a un groupement de producteurs. Un maraîcher, producteur de fruits, producteur fromager, et là, on fait directement son commerce un peu par Internet en disant, voilà, je veux ça, je veux etc. Aujourd'hui, le ciseau, et puis on prend la salade, etc. Et on récupère son panier comme ça qu'on a acheté davantage à sa juste valeur, bien que la valeur après, quand on se les producteurs, tout ça, c'est voilà, que le système de la MAP qui est plus sur un prix forfaitaire. Donc ça fonctionne pas mal. Ça fonctionne aussi pas mal par rapport à ce que j'évoquais tout à l'heure avec les mouvements pendulaires, voilà, des gens qui
travaillent en ville, qui habitent à la campagne ou ailleurs et qui, avant de prendre leur train, optent donc avec un dispositif. Il y a la charrette bio qui existe un peu, mais je ne connais pas de nécessaire, enfin, à Grenoble, on voit aussi dans la gare. Donc voilà, ce système de panier, on commande un panier spécifique et on récupère à un temps donné, un endroit donné, voilà, soit à la gare avant de monter dans son train. Ça existe aussi auprès des entreprises, les collectivités aussi, qui ont développé ça auprès de leurs salariés, voilà, en interne. Il y a soit par effectivement l'intranet de l'entreprise ou autre, un dispositif des salariés commandent et à un niveau donné, ils ont leur panier qui les attend à telle salle de l'entreprise. Le système du panier, oui, il se développe, il va se développer aussi sur l'agglomération grenobloise, aussi avec la métro et des expériences à travers les parkings relais. Les parkings relais qui se sont développés autour de la métro, donc les gens versent leur voiture et ils prennent le métro, le tramway pour entrer dans Grenoble. Donc il y a des expériences qui sont faites aujourd'hui justement pour que voilà, les gens, quand le soir ils reviennent rechercher leur voiture qu'ils ont laissée sur le parking relais, en même temps, ils puissent récupérer un panier. Voilà, ce type d'expérience qui se fait, qui marche bien. Enfin, ça se développe, il y a des expériences nouvelles qui se font. Voilà. Ce qui se développe un peu pas mal aussi en ce moment, il y a différentes initiatives, des projets sous des formes diverses et variées. C'est tout ce qui est drive, puis voilà, les achats en ligne, voilà, puis le système du drive aussi. Voilà, donc c'est une forme aussi d'achat de consommation un peu particulière en lien avec des produits locaux. Voilà, je pense que... Il y a un site éventuellement aussi, on ne va pas faire de la pub ou autre, pardon, voilà, avec une initiative de son personne qui s'appelle Ocuco, et voilà, de panier, voilà, système de panier aussi qui peut être acheté. J'avais aussi une question, parce qu'on a vu la notion de l'aménagement du territoire ressortir parmi les enjeux centraux au départ de la présentation. Et puis on n'a pas trop ensuite, et c'est effectivement, en plus on a la carte dans les zones de concentration de population, etc. Donc c'est intéressant. Et est-ce qu'au niveau du département, vous avez des bras de levier pour agir notamment sur la question de la pression foncière en termes d'alimentation locale et de relocalisation des systèmes agroalimentaires, c'est un enjeu aussi, puisque on sait que la pression foncière fait que c'est très difficile pour des jeunes agriculteurs qui ont aujourd'hui une vision un petit peu plus, on va dire, actuelle des choses, avec l'envie de produire sainement, de trouver des marchés locaux. On a beaucoup de jeunes agriculteurs, mais qui ont des difficultés à s'installer. Donc voilà, au niveau national, c'est des lois qui sont en train d'aller au feu, qui est déjà en train de je ne sais pas. Et voilà, il y a vraiment des enjeux. J'ai vécu notamment en Savoie sur un PLU, on a l'impression qu'on veut vite changer de PLU alors que la loi entre en vigueur pour passer en constructif, certains terrains agricoles qui sont déjà faits en école commune, et je suppose que c'est des choses qu'on retrouve. Donc qu'est-ce que le département peut agir sur les spots, sur les PLU, etc. C'est une très bonne question, justement. À travers, alors, de toute façon, tout à l'heure, je l'ai évoqué, de toute façon, en cherchant à structurer les circuits courts, donc à introduire des exploitations agricoles locales et périurbaines, donc indirectement, ces politiques-là, que ce soit menées par le département, par les communautés d'agglomération aussi, des mois qui viennent avancer, qui viennent devoir mener, sont bien avancés, et d'autres, notamment la communauté des portes de l'Isère, autour de Bourgoin-Jalus, d'Idabo, voilà, ça permet effectivement de maintenir ces politiques-là. Pour le département, de jouer un peu, d'avoir effectivement essayé de lutter sur cette pression foncière, effectivement, avec l'urbanisme, en disant, mais on a des agriculteurs qui cherchent des terres, et donc de pouvoir voilà, essayer de contrecarrer certains projets d'urbanisme, en disant, bon, on en a aussi besoin pour maintenir nos agriculteurs locaux. Il y a un outil par contre qui existe et qui relève du département, c'est ce qu'on appelle le PAEN. Alors le P, je me suis perdu. Programme plan agricole
Ah, zut, pardon, j'ai un peu sur le P. AEN, en tout cas, c'est agriculture et espace naturel. Et le P, alors c'est préservation. Je cherche alors. Voilà, ce sera l'exercice du jour. Ouais. Donc voilà, c'est l'outil PAEN. Voilà, qui relève là de la compétence du département, du conseil général, pour définir des périmètres. Donc le département, en concertation avec les communes ou les communautés d'agglomération, les EPCI, définit des périmètres pour justement identifier les zones donc classées en périmètre. Périmètre agricole et espace naturel. Donc pour définir ces périmètres justement à vocation agricole ou espace naturel, pour préserver aussi des milieux naturels, des milieux non urbanisés, non agricoles aussi. Voilà. En concertation avec les communes. Et après, donc, charge aux communes de contractualiser aussi avec le département et de s'inscrire dans ce cas de cette politique PLN pour elles construire leur spot ou leur flux aujourd'hui en fonction de ces enjeux-là, de ces PLN, d'identifier ces PLN. À ce titre d'exemple, sur cette question-là, donc ça c'est un outil légal, moyen, dont dispose le Conseil général, au-delà de politique d'animation aussi derrière pour maintenir les espaces agricoles. Voilà un outil juridique dans le cadre des compétences des collectivités locales, le PLN. Après, je ferai référence là-dessus parce qu'il y a une expérience forte qui a été menée justement par la communauté d'Ago des Portes de l'Isère, de l'île d'Ago, la CAPI, qui a justement défini un périmètre agricole autour de sa zone urbaine. Et il a identifié, il a racheté des terres pour pouvoir permettre l'installation aujourd'hui de 2 maraîchers autour de son agglomération pour maintenir des terres agricoles, justement à vocation agricole, et donc installer des agriculteurs à vocation maraîchère pour que ces agriculteurs justement produisent des légumes pour justement leur restauration collective et les cantines de leurs écoles. Après, ils ont vraiment couplé les 2 politiques jusqu'au bout. Voilà, une politique d'approvisionnement de produits locaux, de saison, de proximité pour les cantines de leurs écoles, et du coup, une politique agricole et foncière forte en achetant des terres et en aidant à l'installation de 2 agriculteurs pour pouvoir exploiter ces terres agricoles, faire du maraîchage et voilà, boucler la boucle comme ça. Là, voilà, la CAPI, la communauté d'Ago des Portes de l'Isère, autour de l'île d'Ago, a mené cette politique forte. C'est une expérience assez intéressante. Elle est relativement marginale, son ampleur sur sa surface, j'ai plus les chiffres exacts. Voilà, c'est 2 agriculteurs sur des petits bouts, etc. En tout cas, sur sa signification, elle est quand même extrêmement forte, je trouve. Mais la question, surtout pour un département comme l'Isère, effectivement fortement urbanisé, on le voit sur la carte avec une population de 1,2 million, donc une population assez dense sur le département d'Isère. La question du foncier est un fort enjeu. Je crois qu'on a épuisé les questions. Après, si vous, voilà, je peux essayer de coordonner, si vous êtes intéressé aussi pour suivre ces réflexions avec vos projets diversitaires, vos projets professionnels informatiques. Je ne sais pas ce que vous pouvez penser de ce texte, dans ces échanges, vous aider. Voilà, écoutez. Merci à tous de venir assister à cette conférence. Merci à M. Corbière d'avoir pris son temps pour venir vous parler des circuits courts autour de Grenoble et en Isère. Je vous remercie encore une fois d'être venu et j'espère qu'on vous verra sur les 8 autres conférences de la semaine, à laquelle, si vous avez du temps, vous êtes cordialement invités. Et je pense que je vais vous donner un
un petit peu de travail et distribuer les petites informations de M. Corbière juste après. Merci.